Jean-Pierre Kamieniak. Le rire, un affect archaïque. À la mémoire de Stanislas K., mon père. Que l'homme soit un animal ne fait aucun doute pour ce darwinien convaincu que fut Freud, lequel, par 2 fois, en guise d'hommage, rappelle la blessure narcissique que l'hôte illustre pas du Beagle infligea à l'humanité en l'informant de ses origines, et l'on comprend alors aisément que dans le déni de celle-ci, l'être humain n'ait eu de cesse de s'en distancier, d'en souligner les discontinuités et d'identifier les caractéristiques qui en marqueraient l'irréductible différence. Ainsi, parmi ces spécifications, en fut-il de cet affect de rire que le grand Aristote fut le premier à entendre comme une singularité proprement humaine, notant dans son traité des parties des animaux que l'homme est le seul animal qui rit. Une allégation relayée par le docteur Rabelais qui en fait le propre de l'homme. Quelques 18 siècles plus tard, avant que le célèbre naturaliste anglais ne le renvoie à sa bestialité en démontrant que cet affect bruyant était connu de nos ancêtres longtemps avant qu'ils fussent dignes du nom d'homme. Un affect connu est universellement partagé, certes, mais cependant passablement énigmatique, voire inquiétant, ayant systématiquement fait l'objet de mesures de répression, de régulation et de bon usage dans toutes les cultures, mais ayant particulièrement aiguillonné aussi la curiosité des savants qui l'érigent en objet d'étude fort recevable, en particulier depuis la seconde moitié du XIXe siècle, si l'on en croit les nombreuses publications d'alors dont Freud, lecteur de Darwin et de bien d'autres, fera le support de ses propres élaborations. Il faut toutefois rappeler que cet intérêt pour l'affect hilarant s'inscrit dans une problématique psychopathologique plus vaste chez le jeune médecin en quête de savoir et de découverte, celle du corps souffrant de l'hystérie, de ses attaques et de ses crises convulsives, qu'elle lui offre comme une énigme à déchiffrer, à commencer lors de son séjour parisien. La Salpêtrière est en effet un haut lieu de la dispute où se voient utiliser et interroger les découvertes du grand Darwin, en particulier celles de son expression des émotions. Dans des tentatives de compréhension de cette symptomatologie spectaculaire, dont les accès désorganisants de pleurs et de rires sont l'une des manifestations. Ouais. L'un des contributeurs aux élaborations du naturaliste britannique n'est autre que le maître en neurologie de Charcot. Pour reprendre l'expression de ce dernier, le docteur Duchesne de Boulogne, un pionnier et un spécialiste de l'électrophysiologie, auteur du mécanisme de la physionomie humaine, en mesure de reproduire par stimulation électrique des muscles et des nerfs du visage l'expression faciale de nombre d'émotions dont il prendra des clichés qui, pour une part, illustreront l'ouvrage du théoricien de l'évolution. Et l'on notera que parmi toutes ces expressions, seul le rire naturel, non reproductible, ne se laisse pas saisir. Les stimulations ad hoc, induisant certes une mimique rieuse, mais que les observateurs qualifient de rire faux, Duchesne, ou encore de rire forcé, ou de rire grimaçant. C'est donc par le biais de la pathologie et l'étude de ces objets majeurs entremêlés que se pose et s'impose la question de l'affect, et notamment de l'affect de rire, au conquistador viennois. C'est en partageant cette préoccupation centrale de tous les savants, celle du corps hystérique, de ces crises de rire et de larmes, qu'il découvre la dimension énigmatique de cette expression pulsionnelle,
en particulier au travers de ces manifestations bruyantes, spectaculaires et paradoxales, qui n'avaient d'ailleurs pas davantage échappé à un Darwin, soulignant par exemple l'analogie entre le globus hystericus et les sensations résultant des contractions spasmodiques des muscles respiratoires à l'acmé du rire, ou notant encore que les larmes n'ont aucune spécificité émotionnelle. De fait, les références explicites ou implicites au célèbre évolutionniste ponctueront toute l'œuvre freudienne, laquelle s'inscrit, dès ses débuts, dans la continuité de la pensée darwinienne. D'ailleurs, les ouvrages de l'un des disciples de Darwin, à qui ce dernier confiera ses notes psychologiques peu avant sa mort en 1882, J.G. Romanes, jouiront d'une grande audience en cette fin de siècle, nous dit Paul Berchery, ajoutant que l'exemplaire que possédait Freud du deuxième ouvrage de cet auteur, à valeur de synthèse des idées de Darwin avec celle de Spencer, est couvert d'annotations de sa main. Darwin connaissait bien les travaux de Spencer, auxquels il fait référence, notamment sa Physiology of Laughter, dont il nous faut souligner la très remarquable anticipation quant au futur travail psychique, en l'occurrence l'élaboration de l'excitation en affect ou en pensée. Ou encore sa faillite et son écoulement par les voies somatiques non spécifiques. Il l'indique très clairement à propos du rire déclenché par le surgissement soudain d'une idée imprévue, la célèbre Einfall freudienne. Pardonnez mon accent allemand, jamais travaillé. La force nerveuse en quantité considérable qui allait se citation de la Physiology of Laughter. La force nerveuse en quantité considérable qui allait se dépenser en produisant une quantité équivalente de pensées et d'émotions nouvelles se trouve subitement dévoyée. Il faut que cet excès se décharge dans quelque autre direction. Il en résulte un flux qui se précipite par les nerfs moteurs jusqu'aux diverses classes de muscles et qui provoque l'ensemble des actes demi-convulsifs que nous désignons sous le nom de rire. On trouve manifestement là le modèle même dont Freud se servira pour rendre compte du processus spirituel et de sa décharge hilarante, ainsi qu'il le propose dans Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient. Et pour ce faire, s'il maîtrise parfaitement les travaux de ces pionniers indubitables de l'affect et du rire, il faut toutefois ajouter qu'il dispose de plus d'un avantage pour en traiter, celui de sa propre langue, car le terme affect, alors inexistant en français et en anglais, est un mot courant du vocabulaire allemand dont la définition dans les dictionnaires encyclopédiques n'a pu lui échapper. Ainsi, la 4e édition du Meyers Conversations Lexicon, qui consacre plusieurs pages à la rubrique affect, indique-t-elle: perturbation de l'équilibre habituel de la vie de l'âme, qui apparaissent brutalement et passent tout aussi vite, et qui, dans leur surgissement dans la conscience, sont noués au corps. Tous les affects, par l'impression et le saisissement qu'ils provoquent, sont une souffrance ou une maladie passagère de l'âme. Du même coup, ils démontrent leur incapacité à discerner ce qu'il y aurait de durable dans les représentations sous-jacentes. L'affect est aussi bien une manifestation psychologique que physiologique. Au point de départ, il masque l'accès ou le manque de représentation. L'excès ou le manque de représentation. De fait, la sagacité du jeune docteur Freud s'exercera avec la fécondité sur l'ensemble de ces données puisqu'elle offrira un premier modèle de l'affect dans un texte de 1895, à notre sens injustement méconnu, dans lequel se voit affirmer avec force l'unité de l'être humain comme totalité psychosomatique, selon l'expression de Claude Smadja.
qu'on en juge plutôt. Les affects, au sens restreint, se caractérisent par un rapport tout à fait particulier au processus corporel. Mais en toute rigueur, tous les états psychiques, y compris ceux que nous avons l'habitude de considérer comme des processus de pensée, sont dans une certaine mesure affectifs, et on n'en trouve aucun qui ne soit accompagné de manifestations corporelles et qui n'ait la faculté de modifier les processus corporels. Même dans le cas d'une sereine pensée par représentation, les excitations correspondant au contenu de ces représentations sont continuellement transmises aux muscles lisses et striés. Aussi envisagera-t-il dès cette époque l'affect comme un process, si l'on veut bien se souvenir de ces schémas sexuels exposant le trajet élaboratif de l'excitation dans le manuscrit G. Toutefois, ce ne sera pas cet affect insaisissable, fugace et imprévisible qu'est le rire qui servira de support aux premières théorisations freudiennes, mais un autre affect archaïque, l'angoisse, dont l'état fréquent et durable signe l'échec de l'élaboration psychique des excitations qui assaillent le sujet, ainsi que le lui enseigne sa clinique dont il fait part à Fliss. C'est en effet, rappelons-le, l'impossibilité pour la psyché névrosée de lier les stimuli internes dont elle est le siège à des représentations adéquates, aboutissant à l'action spécifique qui contraint ces excitations à emprunter les voies somatiques et à se décharger dans cette éprouvée aux manifestations désordonnées qu'est l'angoisse. La monnaie d'échange du monde des affects, ou l'affect déqualifié par excellence, dit-on, encore par Freud, puisse déceler dans ces manifestations accélération de la respiration, battement de cœur, bouffée de sueur, congestion, une configuration signifiante constituée de ces succédanés de l'action spécifique faisant suite à l'excitation sexuelle et qui a été omise. Toujours est-il que c'est ce même modèle de la décharge d'un excès d'excitation inattendue et intraitable dont usera Freud, tant à propos du rire que du traumatisme d'ailleurs, lequel se résout pour le premier en une explosion désopilante, mais dont les éclats peuvent toutefois succéder aussi au non-advenu du second, ainsi que l'avait déjà encore judicieusement rapporté Darwin. Citation. Un correspondant a fait, pendant le dernier siège de Paris, une observation qui a la valeur au point de vue qui nous occupe, le rire. Lorsque les soldats allemands avaient été profondément impressionnés par une situation très périlleuse à laquelle ils venaient d'échapper, ils étaient tout particulièrement disposés à éclater en bruyants éclats de rire à propos de la plus insignifiante facétie. Freud ne traitera cependant pas à proprement parler du rire, ni de tous les rires, mais du rire que provoque le mot d'esprit. Et d'abord ceux qui, fils d'un praticien de l'humour, l'ont fait le plus rire, inscrivant sa recherche dans une dimension autobiographique, si ce n'est auto-analytique, participant à la résolution identificatoire du deuil qu'il vient de subir. D'ailleurs, à y regarder de plus près, les occurrences concernant le mot rire sont passablement restreintes dans l'œuvre freudienne. Si Strachey en dénombre 9 dans le mot d'esprit, le reste du corpus n'en comporte que 6. Le praticien averti de l'humour qu'il était, familier de la gamme des affects qui se voient épargnés et échangés dans la dynamique de l'économie humoristique, se gardera bien d'appréhender le rire en soi, en tant que processus affectif, non seulement parce que l'humour ne prête qu'à sourire, mais de plus parce que le rire, cette décharge massive faisant effraction dans le moi, apparaît fondamentalement comme un affect sans qualité au même titre que l'angoisse, mais dont l'appréhension, à la différence de celle-ci,
est autrement plus délicate, échappant à toute approche clinique anticipée. Le rire, ce plus grand bruit que le corps puisse naturellement produire, accompagne en effet les problématiques psychiques les plus diverses dont il signe toujours quelques débordements, pouvant être même pouvant même se réduire à sa seule dimension somatique ou neurophysiologique, insensée, ainsi qu'il en est, par exemple, dans la moria ou encore le rire spasmodique lié à des lésions cérébrales. Les anciens, qui faisaient du rire le grand secoueur, n'ignoraient pas cette dimension purement somatique dont l'expression relève d'une causalité anatomo-physiologique. Le traité des parties des animaux, dont est extrait l'énoncé aristotélicien cité supra, est en fait un traité physiologique visant à montrer le rôle du diaphragme et des parties phréniques dont l'échauffement ou la blessure provoque le rire. Et c'est d'ailleurs de cette même blessure que l'on peut mourir de rire, ainsi que le rapporte par 2 fois Hippocrate dans les 5e et 7e livres de ses épidémies. L'expression, petite note de bas de page, l'expression elle-même mourir de rire se trouve d'ailleurs déjà dans l'Odyssée. C'est assurément la dimension énigmatique et étrange de cette manifestation spasmodique, expansive et plurivoque, dont la signification n'est jamais donnée à l'avance, ni même d'emblée, voire est absente ou inaccessible, qui lui octroie cette nature inquiétante, anxiogène et insensée. Et c'est de la crainte redoutée de son surgissement, toujours imprévisible, que toutes les cultures tentent de se prémunir dans un double mouvement de maîtrise relevant à la fois de la signification signifiante et de leur répression, par le recours à la parole mythique. Dans l'impossibilité de tenir un discours rationnel suffisant sur le rire, c'est en effet le mythe qui se fait entendre, en confère le sens et en fonde les usages. Le mythe, on le sait, vient toujours en lieu et place d'un savoir absent ou impossible, ainsi qu'il en est ici du rire et de son mystère. De fait, dans l'introduction de son excellente étude sur le rire et les larmes dans la littérature grecque, l'helléniste Dominique Arnould indique: il y a aussi des cas où le rire et les larmes, s'ils ne sont pas au-delà des mots, renvoient cependant à des réactions qui sont au-delà de l'expression rationnelle. Pour dire, malgré tout, l'inouï de l'émotion, et cet ailleurs, qui échappe à l'homme, sur lequel elle s'ouvre, pour dire l'indicible, les textes ont alors recours à un autre langage, la langue du mythe, et l'on voit comment le rire et les larmes apparaissent à l'origine des rites religieux et des genres littéraires, comment ils disent la métamorphose de l'humain dans l'inhumain de la folie, avec le rire sardonique et le rire dément. On comprend alors que le rire a fait l'objet de mesures à la fois de répression et de régulation, donnant lieu à son usage codifié non seulement sur les pratiques religieuses, ainsi que le rapportent nombre d'auteurs, notamment l'archéologue et spécialiste de l'histoire des religions Salomon Reinach, dans sa communication sur le rire rituel, dont Freud reprendra en 1916 le dessin de la terre cuite de Priene, figurant le geste risifique de Baobo. Mais encore, dans les usages sociaux, ainsi qu'en témoigne exemplairement le discours normatif qui se constitue progressivement à partir du XVIe siècle dans la culture occidentale, dont la visée n'est autre, pour reprendre la belle expression de Nelly Feuerhahn, que la domestication du corps rieur, ajoutant elle aussi que l'éclat de rire représente une perte de contrôle de soi, un dessaisissement du sens par le corps qui offre une brèche à l'animalité. Son paradigme en est le manuel de bonne conduite d'Erasme,
la civilité puérile. Dédié au jeune prince Henri de Bourgogne et rédigé pour lui, dont le premier chapitre consacre un paragraphe au rire. L'éclat de rire, ce rire immodéré qui secoue tout le corps et que les Grecs appelaient le secoueur, n'est bienséant à d'aucun âge, encore moins à l'enfance. Il y a qui en riant semble hennir, c'est indécent. Nous en dirons autant de ceux qui rient en ouvrant horriblement la bouche, en se pliant les joues et en découvrant toute la mâchoire. C'est le rire d'un chien ou le rire sardonique. S'il survient quelque chose de si risible qu'on ne puisse se retenir d'éclater, il faut se couvrir le visage avec son mouchoir ou avec sa main. Rire seul et sans cause apparente est attribué à ceux qui vous voient à la sottise ou à la folie. Dans sa dimension somatique, débordante et incontrôlable, le rire est en effet toujours lié à la folie, à l'animalité et à la mort, montrent ses auteurs. Et Lévi-Strauss nous le confirme, aussi au terme de l'étude des mythes du rire chez les Indiens. Bororo. Presque tous assignent au rire des conséquences désastreuses, dont la plus fréquente est la mort, dit-il. Après avoir montré combien la contention du rire avait valeur d'épreuve et participé de l'humanisation. Citation. Le démiurge nédamique soumet les premiers humains à une épreuve en les chatouillant. Ceux qui rient ont changé en animaux terrestres ou en animaux aquatiques. Ceux des hommes qui savent rester imperturbables deviennent des jaguars ou des hommes chasseurs et vainqueurs de jaguars. Un mythe d'origine qui assurément n'aurait pas déplu au lecteur de Darwin est concepteur de cet autre mythe fondateur qui est celui de la horde primitive, car il ne nous livre rien de moins que le préalable nécessaire au processus même qui favorise l'émergence de cet animal dès lors dénaturé que devient l'homme. En l'occurrence, la rétention et la maîtrise des excitations. D'ailleurs, de ce point de vue, un auteur comme Christian David insistera sur la contribution majeure et constante du travail de l'affect à la psychisation et à l'hominisation. Seuls, en effet, les êtres vivants, en mesure d'offrir à l'excitation une voie autre que celle d'ordre somatique, qu'incarnent ces convulsions spasmodiques, dénoncées déjà par Platon à propos du chatouillement, sont promis au statut d'homme. Il y a là, implicitement, l'évocation du devenir possible de l'excitation qui pourrait s'effectuer sur un autre mode que celui premier de l'acte réflexe que peut produire le chatouillement ainsi que le notait Darwin, lequel observait le repli soudain de la jambe de l'un de ses enfants âgé de 7 jours alors qu'il lui chatouillait la plante du pied. Freud retiendra d'ailleurs la leçon car, lors de la séance du 7 novembre 1906 de la Société psychanalytique de Vienne, il reconnaîtra que l'idée de faire dériver les affects des réflexes est bien trouvée. Cependant, le maître de l'évolution n'en soulignait pas moins aussitôt que, chez le jeune enfant cette fois, pour que le chatouillement puisse produise un rire, encore faut-il qu'il s'inscrive dans une relation intersubjective familière, car un jeune enfant chatouillé par une personne inconnue pousse des cris de frayeur. On comprend alors qu'un auteur comme Octave Manoni, dans son article sur le rire, ait pu faire du rire, du chatouillement, le modèle de tous les rires, dans la mesure où il témoigne d'un double mouvement de rétention ou d'inhibition et d'expression, lequel favorise cette Aufbung, dans laquelle résulte
un plaisir ambigu, mêlé d'une sorte d'angoisse, contenant clairement la menace d'une réaction convulsive pénible, soulevant d'Erchef le difficile problème de la conversion. Citation. L'angoisse, les larmes, la peur, la colère forment un groupe avec le rire. Ils se métabolisent, c'est-à-dire se transforment en Aufbung, les uns dans les autres. N'importe quelle situation qui peut provoquer l'angoisse ou la colère ou la peur peut provoquer le rire, si elle est reconnue pour autre chose que ce que nous voudrions croire d'abord. Que ce que nous croyons d'ailleurs d'abord. De fait, et de ce point de vue, à l'instar de l'angoisse, le rire prend quelque peu ici valeur de monnaie d'échange et s'apparente à un quantum d'affect, ou à un affect déqualifié dont on ne peut inférer la nature. Difficile à situer sur l'échelle plaisir des plaisirs, car pouvant être provoqué par les émotions les plus diverses, voire même les plus opposées, si ce n'est les plus contradictoires. Mais ce modèle que propose Manoni n'est pas pour autant un prototype, car il suppose là encore une situation interpersonnelle dont les investissements libidinaux qui circulent soient de bon ascendant. Celui de la liaison ou encore de la psychisation, c'est bien cette dernière qui échoue et contraint l'excitation à s'épuiser dans la décharge spasmodique au risque de ne pouvoir se tarir et de virer à la convulsion douloureuse, tandis que dans le trajet inverse, c'est moins l'excitation que son trop-plein, mais un trop-plein de sens impromptu, impossible à saisir et à lier dans l'instant car venu d'ailleurs, qui, de ce fait, ne peut emprunter d'autre voie qu'une issue de secours, celle que représente la décharge somatique anarchique tout aussi risquée. C'est pourquoi, par exemple, la fulgurance du trait d'esprit fait que le sujet s'esclaffe avant même de savoir de quoi et pourquoi il rit, avant même d'avoir compris. Sous tous ces aspects, on ne peut que rappeler la perspicacité d'un Darwin, lecteur de Spencer usant d'Eurechef du chatouillement comme métaphore cette fois. Citation. On dit quelquefois que l'imagination est chatouillée par une idée risible. Ce chatouillement intellectuel présente de curieuses analogies avec le chatouillement physique. Tout le monde connaît les éclats de rire immodérés, les convulsions générales que le chatouillement provoque chez les enfants. Mais le rire, qui est provoqué par une idée risible, quoique involontaire, ne peut pourtant pas s'appeler un acte réflexe dans la stricte acception du mot. En pareil cas, il faut, pour que celui-ci se produise, une chose inattendue, une idée soudaine ou bizarre qui vient se jeter au travers d'une suite normale de pensées. Ainsi, excité par le surgissement de cette idée, pour l'heure inconciliable, le sensorium va-t-il user de son influence directe sur le corps ? Note de bas de page. Il s'agit là du troisième principe darwinien régissant l'expression des émotions auquel le chapitre 3 de l'expression des émotions est consacré. Je disais donc, le sensorium va-t-il user de son influence directe sur le corps, de sorte que les voies habituelles ne suffisant pas à l'écoulement de la force nerveuse engendrée, en excès, celle-ci débordera en suivant les voies les moins pratiquées, provoquant ces manifestations somatiques qu'on appelle le rire, dont Darwin, en bon naturaliste, nous offre une description fidèle que l'on ne résiste pas à restituer. Le bruit qui accompagne le rire est produit par une citation. Le bruit qui accompagne le rire est produit par une inspiration profonde, suivie d'une contraction courte, saccadée, spasmodique des muscles thoraciques et surtout du diaphragme. C'est de là que dérive l'expression « rire à se tenir les côtes ». Par suite des secousses imprimées au corps, la tête est agitée d'un côté à l'autre. La mâchoire inférieure tremblote souvent de haut en bas. Ce dernier mouvement se remarque également chez quelques espèces de babouins.
lorsqu'ils sont sous l'empire d'une vive joie. Une description qui n'est cependant pas sans chatouiller, entre parenthèses, à son tour le narcissisme de ce bel esprit qui est devenu l'être humain, dont l'espièglerie de l'inconscient et le jeu policé des instances ont pu faire oublier la dimension proprement incarnée de cet affect tonitruant, dont, contrairement à l'humour, ils ne peuvent rendre compte dans la diversité et l'hétérogénéité de ces figures. C'est que, encore une fois, l'affect de rire est d'abord l'expression somatique d'une décharge résultant de la réduction d'une tension libidinale avant que, inscrit dans le renoncement pulsionnel et la régression qu'exige le process de la culture, il ne puisse résulter de la levée impromptue d'une inhibition signifiante. Et lorsque Freud évoque dans son gros ouvrage, c'est toujours avec cette valeur de détente laquelle renvoie à ses racines, le corps, la physiologie et leur histoire, une histoire inscrite dans la préhistoire de l'espèce comme dans celle de l'individu. Aussi, à propos de cette dernière, revenant sur l'explication physiologique toujours incomplète du rire, et donc sur ses prémices, il nous livre sa contribution en faisant de la grimace sourire du nourrisson repu, se détournant du sein maternel, le prototype même du rire. Il s'agit là d'un véritable mouvement d'expression puisqu'elle figure en quelque sorte un assez, ou plutôt un plus qu'assez. Il se peut que ce sens originel de la sursaturation, Übersättigung, empreint de plaisir, est permis au sourire qui, aussi bien demeure le phénomène fondamental du rire, d'entrer ultérieurement en relation avec les processus de décharge, processus qui sont empreints de plaisir, Et ce que l'on soulignera d'importance, c'est que l'expression du visage de ce petit goulu représente tout aussi bien et simultanément le prototype de la satisfaction sexuelle, ainsi que l'indique Freud dans cet autre livre écrit conjointement que sont les 3 essais. Lorsqu'on voit un enfant rassasié quitter le sein en se laissant choir en arrière et s'endormir, les joues rouges, avec un sourire bienheureux, on ne peut manquer de se dire que cette image reste le prototype de l'expression de la satisfaction sexuelle de l'existence ultérieure. Avec ces représentations prototypiques, nous voici indubitablement renvoyés à l'orée de la culture et de son process, au balbutiement de l'humanisation et de l'histoire individuelle, en ce lieu des origines où se conjoignent et se combinent un ensemble de notions et de données frappées du sceau de la pulsion. En l'occurrence, une sexualité naissante dont l'infantilisme en rendra la satisfaction nécessairement incomplète, marquant à jamais le destin de l'animal humain, en l'espèce un animal dont la verticalisation et l'histoire du développement libidinal contribueront amplement à ce que quelque chose dans la nature de la pulsion sexuelle elle-même ne soit pas favorable à ce que se produise la pleine satisfaction. Mais qui n'en trouvera, cependant, pas moins cet exutoire qu'est l'éclat de rire, ainsi que Freud le soulignera à la fin de sa vie. Se référant une dernière fois au rire dans les ultimes notes qu'il nous a léguées, le conquistador n'hésitera pas en effet à faire de l'explosion hilarante un équivalent orgastique. Citation. L'ultime fondement de toutes les inhibitions intellectuelles et des inhibitions du travail semble être l'inhibition de l'onanisme enfantin. Mais peut-être cela va-t-il plus en profondeur, non pas son inhibition par des influences extérieures, mais sa nature insatisfaite en soi. Il manque toujours quelque chose pour aboutir à la décharge et à la satisfaction complète. En attendant, toujours quelque chose qui ne venait point, et cette part manquante, la réaction de l'orgasme, se manifeste en équivalent dans d'autres domaines,
absence, explosion de rire, de pleurs et peut-être autre chose. La sexualité infantile a encore une fois fixé un prototype. Ainsi, au terme de cette incursion dans les arcanes du rire, en compagnie de Darwin et de Freud, qui ont su en poser l'énigme, c'est bien sa valeur d'affect archaïque exemplaire qui se voit ici confirmée, non seulement parce que la double polarité de son processus témoigne à l'évidence de l'unité de l'homme comme totalité psychosomatique, mais aussi parce que ces manifestations convulsives imprévisibles renvoient, mieux que toute autre expression affective, à ce roc d'origine sur lequel l'être humain s'est construit mais dont il est par trop oublieux, ainsi que le rappelait encore le fondateur en 1937. Le rire, un affect archaïque. Jean-Pierre Kamieniak.